Cameroun 2025, le candidat interdit qui fait trembler tout le système. Quand la chèvre broute l'herbe au bord de la falaise, il faut savoir que le berger joue avec le vide. Mes frères, mes sœurs, le Cameroun est aujourd'hui au bord de cette falaise. Et la présidentielle qui arrive dans quelques jours ressemble plus à une partie de poker où les cartes sont truquées, qu'à une vraie compétition électorale. Oui. On nous parle d'élections, mais en réalité, ce qui se prépare à Etoudi, c'est un drame national, un théâtre grandeur nature, avec ses intrigues, ses acteurs fatigués et ses spectateurs désabusés. Le peuple camerounais, lui, est assis sur les gradins, les yeux grands ouverts, en attendant de voir si cette fois, on va vraiment changer le décor, ou si c'est encore le même vieux film qu'on va nous rediffuser comme une cassette rayée de CRTV. Le nom qui revient partout, qui fait trembler les salons feutrés du régime et qui divise jusqu'au quartier populaire, c'est bien celui de Maurice Kamto. Ironie du sort, c'est l'homme qu'on a voulu écarter, l'homme qu'on a exclu du scrutin, qui reste aujourd'hui le cœur de tous les débats. Un candidat absent, mais présent partout. Un interdit, mais qui hante chaque couloir du pouvoir. Alors mes frères, mes sœurs, avant de plonger dans cette enquête pleine de complots, de trahisons et de secrets de coulisses, je vous pose une question simple, selon vous, qui est aujourd'hui le vrai candidat du peuple camerounais? Répondez-moi en commentaire, parce que cette discussion, c'est aussi la vôtre. Et surtout, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner à Camé News, et activer la cloche de notification. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et insipide comme du riz sans sauce. Non. Ici, c'est Camé News, la meilleure source d'analyse politique du Cameroun, où on vous livre les faits bien épicés, avec du piment, du satirique et du sérieux. Parce que l'histoire qui va suivre, mes frères, n'a rien de banal. Restez donc avec nous, car ce reportage va vous plonger dans un monde où chaque mouvement est calculé, chaque silence est un message, et chaque coup de théâtre peut changer le destin du Cameroun. Partie 1. Le contexte de la crise électorale au Cameroun. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, prenez un peu de maïs bouilli ou le bâton de manioc, parce que ce que je vais vous dire là ressemble à une pièce de théâtre où chaque acteur joue son rôle sans jamais se fatiguer. Oui, parlons de notre crise électorale, une histoire vieille comme la présidence de Paul Biya lui-même. Un Cameroun et élections, un mariage forcé. Au Cameroun, les élections, ce n'est pas un moment de fête comme ailleurs. Chez nous, c'est plutôt un mariage forcé, le peuple est la mariée qu'on maquille de force, le régime est le mari qu'on lui impose, et les cams, c'est la tante du village qui dit toujours, acceptez seulement, c'est pour votre bien. Depuis 1992, on nous vend la démocratie comme on vend les chaussures made in China à Mokolo, ça brille de loin, mais quand tu portes, ça se déchire dès le premier jour. À chaque échéance électorale, les Camerounais se demandent, est-ce que cette fois-ci, on va vraiment compter nos voix? Mais la réponse, mes frères, est toujours la même, on compte, mais on ne compte pas. 2. Paul Biya, le grand maître de la scène. Comment parler du contexte électoral sans parler de Paul Biya, le maestro, l'homme qui a transformé la politique en un concert privé où lui seul choisit la playlist? Depuis plus de 40 ans, c'est lui qui monte sur scène, et les autres ne sont là que pour faire les chœurs. Imaginez, depuis 1982, aucun opposant n'a jamais réussi à franchir la barrière du système. Certains ont essayé, mais ils ont vite compris que jouer contre Biya, c'est comme jouer au ludo avec quelqu'un qui garde tous les dés dans sa poche. Peu importe combien de fois vous lancez, c'est toujours lui qui fait 6. 3. Et les cams, l'arbitre qui a déjà choisi le vainqueur. Dans ce théâtre électoral, il y a un acteur central, et les cams. Officiellement, c'est l'organe chargé d'organiser les élections de façon transparente. Mais sur le terrain, mes frères, Elekam ressemble plus à un arbitre qui porte le maillot de l'équipe au pouvoir. On se souvient encore des promesses au moment de sa création en 2006, on disait que ça allait être indépendant. Mais quand on a vu la liste des premiers membres, tous des anciens militants du RDPC, on a compris. C'est comme si on demande au loup de surveiller la bergerie. Alors chaque fois qu'il y a une élection, le scénario est connu, les PV circulent, les urnes disparaissent mystérieusement, les taux de participation gonflent comme des beignets dans l'huile chaude, et au final, le président sort avec un score qui ferait rougir même Kim Jong-un. 4. Le peuple, spectateur fatigué, mais toujours mobilisé. Dans tout ça, qu'en est-il du peuple? À mes frères, le peuple camerounais est courageux. À chaque élection, il se lève, fait la queue sous le soleil, parfois sans eau, parfois sous la pluie. Il vote avec espoir, il glisse son bulletin comme s'il déposait une prière dans une boîte sacrée.
Mais à la fin, quand les résultats sortent, c'est comme si sa voix avait été échangée au marché. Celui qui avait voté pour le changement découvre que son vote a mystérieusement voyagé et s'est transformé en soutien pour le candidat du pouvoir. C'est là que les Camerounais deviennent sarcastiques, donc vraiment, même mon vote à la carte du RDPC? Voilà pourquoi certains finissent par ne plus aller voter, parce qu'ils savent déjà que le film est truqué dès le générique. 5. Les opposants, des figurants sous contrôle. Et que dire des opposants dans ce contexte? Mes frères, certains font ce qu'ils peuvent, mais d'autres ressemblent à des figurants dans un film. Ils parlent fort à la télé, mais au fond, ils savent très bien que leur rôle, c'est juste de remplir le décor. Il y a ceux qu'on appelle l'opposition de façade, toujours prêts à signer les papiers de validation pour montrer que la démocratie existe. Et il y a les véritables opposants, ceux qui osent contester sérieusement le système. Mais ceux-là, on les envoie souvent goûter à Condangui, ou on les exclut carrément des élections comme on a vu en 2025 avec Maurice Kamto. 6. La crise électorale, un cercle vicieux. Alors voilà le vrai problème, au Cameroun, les élections ne résolvent jamais les crises, elles les créent. Après chaque scrutin, le pays sort plus divisé qu'avant. Les uns crient à la fraude, les autres fêtent la victoire, et au milieu, le peuple continue de souffrir avec le chômage, la pauvreté, et les hôpitaux sans lit. C'est comme un cercle vicieux, on organise des élections pour calmer le peuple, mais en réalité, on fabrique des frustrations qui explosent plus tard. Résultat, on vit dans un pays où l'élection n'est plus une fête démocratique, mais une bombe à retardement. 7. Satire finale, la démocratie en mode N'Djansan. Si je devais résumer le contexte électoral camerounais en une seule phrase, je dirais ceci: notre démocratie, c'est comme le N'Djansan. Tout le monde contribue, mais c'est toujours la même personne qui mange. Les Camerounais cotisent leur voix, mais au final, c'est Paul Biya et son parti qui ramassent la cagnotte. Et Elekam est là, sourire aux lèvres, pour dire « Félicitations, vous avez encore gagné ». Voilà donc, mes frères et sœurs, un système verrouillé, un parti désabusé, des opposants fragilisés et une institution électorale qui n'a jamais compris le jour de 2025. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Parce que ce que je vais vous raconter ici, c'est l'histoire d'un pays où les procès-verbaux parlent plus fort que les électeurs. Oui, au Cameroun, le vrai président, ce n'est pas celui qui a les voix du peuple, mais celui qui a les signatures d'Elekam dans son sac. Et croyez-moi, ce n'est pas une blague. 1. 2018, l'élection où le théâtre s'est transformé en cirque. Souvenez-vous, c'était en octobre 2018. Le Cameroun entier retenait son souffle. Pour la première fois, un candidat de l'opposition, Maurice Kamto, avait osé proclamer sa victoire avant même les résultats officiels. Une audace jamais vue sous nos tropiques. Mais ce n'était que le début du feuilleton. Quand le Conseil constitutionnel ouvrit ses portes pour examiner les recours, les Camerounais étaient collés à la télé comme lors d'un match des Lions indomptables. Et c'est là que Kamto sortit sa carte maîtresse, 32 procès-verbaux représentant plus d'1 million de voix attribuées à Paul Biya, mais sans signature. Oui, mes frères, 1 million de voix fantômes. Imaginez la scène, dans un pays normal, un seul PV sans signature suffit à annuler un bureau de vote. Chez nous, 32 PV sans signature, c'est juste erreur matérielle. Comme quoi, au Cameroun, même les fantômes votent, et ils votent toujours du bon côté. 2. Le Conseil constitutionnel, l'arbitre qui joue en défense. Le Conseil constitutionnel avait pourtant une occasion historique, prouver qu'il pouvait être impartial. Mais mes frères, ce conseil-là ressemblait plus à un arbitre de football payé pour siffler hors-jeu seulement quand c'est l'équipe adverse qui marque. Les avocats du MRC ont parlé pendant des heures, brandissant les documents comme des pièces à conviction. Mais en face, les juges restaient de marbre, lisant les textes comme des prêtres récitant un sermon qu'ils connaissent déjà par cœur. Résultat, les PV douteux sont restés valables, et Paul Biya fut proclamé vainqueur avec 71,28%. Même le chiffre était précis comme une facture d'électricité, mais tout aussi contesté. Satiriquement parlant, c'était comme si on regardait un film dont on connaît déjà la fin, le héros peut se battre, pleurer, courir, mais on sait qu'au dernier épisode, c'est toujours le même qui s'assoit sur le trône. 3. De 2018 à 2025, la mémoire courte des institutions, la mémoire longue du peuple. 7 ans plus tard, on pensait que les choses allaient évoluer. Que les leçons de 2018 allaient pousser le pays à nettoyer son code électoral, à rendre Elekam plus transparent, à renforcer la confiance des citoyens. Mais non. Au contraire, le système s'est blindé encore plus. Et là,
surprise, Maurice Kamto est carrément exclu de la présidentielle de 2025. Pas pour fraude, pas pour tricherie, mais par une décision administrative d'Elekam confirmée par le Conseil constitutionnel. Oui, mes frères, au Cameroun, on ne se contente pas de voler ton ballon pendant le match, on peut même décider de t'interdire d'entrer dans le stade la prochaine fois. L'argument ? Des questions de conformité et de procédure. Mais tout le monde a compris le message, Kamto avait trop dérangé en 2018, il fallait s'assurer qu'il ne remette plus les pieds dans l'arène en 2025. 4. Le paradoxe des institutions, quand la loi devient parapluie. Ici, il faut bien comprendre la logique camerounaise, nos institutions utilisent la loi comme un parapluie. Quand il pleut sur le peuple, elles ouvrent le parapluie pour protéger le régime. Mais quand il pleut sur le régime, le parapluie disparaît mystérieusement, et tout le monde est mouillé. Dans le cas de Kamto, Elekam s'est appuyé sur les textes comme un élève qui récite sa leçon sans comprendre. Le Conseil constitutionnel, fidèle à son habitude, a confirmé. Et le peuple ? Eh bien, il regarde tout ça avec une question simple, alors, à quoi sert encore d'aller voter ? Cette question est dangereuse, mes frères. Parce que quand un peuple perd la foi dans les urnes, il cherche la foi ailleurs, dans la rue, dans les discours radicaux, ou dans le silence résigné. Et c'est là que naissent les crises profondes. 5. Satire de la démocratie made in Cameroun. Si on devait résumer notre système électoral en une image, ce serait celle-ci, un match de football où l'équipe du peuple arrive au stade, prête à jouer. L'arbitre, le Conseil constitutionnel, distribue les maillots, mais quand on ouvre le sac, on découvre que toutes les chemises portent déjà le numéro du capitaine de l'autre équipe. Et quand l'adversaire marque un but de la main, l'arbitre dit simplement « circulez », c'est la règle locale. Voilà pourquoi l'exclusion de Kamto en 2025 choque mais ne surprend pas. Parce qu'au Cameroun, le miracle ne serait pas de voir un opposant recalé, le miracle serait de le voir accepter. 6. Et maintenant ? L'avenir est simple, avec Kamto hors jeu, la présidentielle de 2025 ressemble à une pièce jouée sans son acteur principal. On peut changer le décor, ajouter des figurants, mettre des projecteurs plus forts, mais le public sait qu'il manque quelqu'un sur scène. Et c'est là que la politique devient théâtre, ceux qui applaudissent sont payés pour applaudir, ceux qui sifflent sont menacés, et ceux qui restent silencieux se demandent s'ils ne feraient pas mieux de rentrer chez eux regarder un feuilleton nigérian. Voilà mes frères et sœurs, la vérité nue, au Cameroun, l'élection est un rituel, pas un choix. On vote pour confirmer, pas pour décider. Et quand quelqu'un comme Kamto ose perturber le rituel, on le sort de la danse. Parce que comme on dit chez nous, dans le village du mensonge, celui qui dit la vérité est l'ennemi public numéro 1. Partie 3. La répression et le coût humain, détention, avis internationaux et pression morale. Mes frères, mes sœurs, parlons maintenant de ce que les politiciens aiment appeler « dégâts collatéraux », mais que nous, simples Camerounais, appelons tout droit la souffrance des innocents. Parce qu'au Cameroun, quand les grands éléphants de la politique s'affrontent, ce ne sont pas eux qui dorment sur le sol froid des commissariats, mais bien leurs militants. Et ça, tout le monde le sait. 1. Des prisons qui se remplissent quand les urnes se vident. Depuis 2018, chaque contestation politique laisse derrière elle une traînée de blessés et de détenus. Quand Maurice Kamto criait à la fraude, quand ses partisans descendaient dans la rue pour protester, ce n'est pas la présidence qui a reçu les coups de matraque, c'est la population. On a arrêté en masse, on a dispersé comme si on chassait les moutons dans un champ de maïs. Résultat, plus de 36 cadres et militants du MRC sont encore derrière les barreaux aujourd'hui. Oui, mes frères, 7 ans après une élection déjà oubliée par certains, des Camerounais croupissent encore en prison simplement parce qu'ils ont crié « on ne veut pas du faux ». Vous voyez un peu le paradoxe ? Au Cameroun, les procès-verbaux douteux dorment tranquilles dans les tiroirs d'Elekam, mais les militants qui dénoncent ces mêmes PV dorment sur les nattes des prisons centrales. C'est ça, la gymnastique politique made in Etoudi. 2. Quand l'ONU frappe à la porte, mais la maison fait semblant de ne pas entendre. En 2022, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a rendu une décision claire comme l'eau de source, les militants arrêtés doivent être libérés. L'ONU a dit que leur détention était arbitraire, et qu'ils n'avaient rien fait qui justifie qu'on les prive de liberté. Mes frères, c'était noir sur blanc, timbré, signé. Mais chez nous, c'est comme quand un oncle te conseille d'arrêter la bière, tu écoutes poliment, tu hoches la tête, puis tu pars directement commander une grande Guinness au bar du quartier. Voilà comment Yaoundé a accueilli la décision de l'ONU, un simple bruit de fond.
Le gouvernement a continué sa routine comme si de rien n'était. Et pourtant, chaque fois qu'il s'agit de lever la main dans les sommets internationaux pour voter les résolutions, le Cameroun est bien là, sourire aux lèvres. Mais quand il s'agit d'appliquer une recommandation contraignante, silence radio. Comme on dit chez nous, le coq chante bien le matin, mais il ne pond jamais l'œuf. 3. Les ONG comme mères de famille qui crient dans le désert. Amnesty International, Human Rights Watch, les ONG locales, toutes ces organisations multiplient les communiqués pour exiger la libération des prisonniers politiques. Elles crient, elles publient, elles écrivent. Mais chez nous, c'est comme une mère de famille qui crie sur son enfant têtu, laisse la télé, va lire ton cahier. L'enfant baisse la tête, fait semblant, et dès que la maman tourne le dos, il reprend la télécommande. Voilà la relation entre Yaoundé et les ONG, un jeu de cache-cache permanent. Ce qui choque encore plus, c'est que la plupart de ces détenus sont jeunes, des hommes et des femmes qui n'ont rien cassé, rien volé, rien brûlé. Leur crime, c'est d'avoir cru qu'un citoyen pouvait exprimer sa colère contre la fraude. Ironie cruelle, ceux qui détournent des milliards dorment dans des villas, mais ceux qui dénoncent la fraude dorment en prison. Cameroun, mon pays. 4. Le coût humain, invisible mais réel. Derrière chaque détenu, il y a une famille qui souffre. Des enfants privés de père, des femmes abandonnées, des parents qui vieillissent sans voir leur fils revenir. L'oppression ne se limite pas aux murs de Condangui, elle s'étend dans les foyers, elle frappe à la marmite, elle vide les poches. Quand un militant est arrêté, c'est toute sa famille qui devient prisonnière de la pauvreté. Et pourtant, au sommet de l'État, certains osent encore dire, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Ah bon? Alors comment expliquer qu'on enferme des citoyens uniquement parce qu'ils ont brandi une pancarte ou scandé un slogan? Chez nous, les mots sont utilisés comme les remèdes du quartier, tu peux appeler n'importe quelle fièvre, paludisme, l'important c'est que le malade se taise. 5. La politique de la peur. Ce qui se cache derrière cette répression, c'est une stratégie bien huilée, instaurer la peur. Quand on emprisonne des leaders, ce n'est pas seulement pour les punir, c'est pour envoyer un message, regardez ce qui arrive à celui qui ose défier le système. C'est la politique du bâton brandi, la pédagogie de la matraque. Mais attention, mes frères, l'histoire nous a montré que la peur ne dure jamais éternellement. Les régimes qui enferment pour se protéger finissent toujours par affronter le retour de bâton. Parce qu'un peuple qui a trop souffert finit par se dire, quitte à mourir, autant mourir debout. Conclusion intermédiaire de cette partie. Ainsi, la répression au Cameroun n'est pas seulement une statistique, ni une note de bas de page dans un rapport d'ONG. C'est une réalité quotidienne, un théâtre où des milliers de familles vivent la douleur en silence, pendant que les puissants se battent pour les fauteuils. Et quand l'ONU tape à la porte, quand Amnesty crie à gorge déployée, c'est nous, le peuple, qui restons pris au piège. Alors dites-moi en commentaire, mes frères et sœurs, pourquoi, selon vous, l'État préfère remplir les prisons plutôt que d'écouter les cris de son peuple? Est-ce par peur, par calcul, ou par simple habitude? Partie 4. Les coulisses du compromis, Tchiroma, Bello Bouba, Nincheux et la stratégie de l'opposition. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et attachez vos ceintures, parce que ce chapitre ressemble à une pièce de théâtre jouée en plein marché Mokolo, chacun crie, chacun veut vendre sa marchandise, mais au final c'est le client, c'est-à-dire le peuple camerounais, qui doit choisir dans la cacophonie. Avec l'exclusion de Maurice Kamto, la grande question est simple, qui va porter le flambeau de l'opposition? Eh bien, les regards se braquent sur 3 personnages au parcours très différents mais obligés de se supporter comme des passagers dans un taxi sans climatisation, Issa Tchiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Jean-Michel Nincheux. 1. Issa Tchiroma, le caméléon politique devenu apôtre de la rupture. Parlons d'abord de Tchiroma. Ah, le grand Tchiroma. Voilà un homme qui connaît le pouvoir comme on connaît sa cuisine. Tour à tour ministre, porte-parole du gouvernement, défenseur acharné du régime, puis soudain opposant farouche, il illustre parfaitement le proverbe Peul qui dit « Le chameau peut plier les genoux, mais il ne casse pas ses os ». Tchiroma a plié, il a tourné, il a retourné sa veste, mais il n'a jamais cassé ses os politiques. Aujourd'hui, il veut convaincre que son cœur est désormais du côté du peuple. Mais la vraie question reste, le peuple croit-il à sa repentance, ou bien voit-il en lui un acteur trop habitué aux coulisses du pouvoir pour jouer le rôle du justicier crédible? Satiriquement parlant, c'est comme si un vendeur de gari qui a toujours mouillé la marchandise revient un matin en criant « Désormais je vends sec, pur, sans eau ». Les clients hésitent, mais ils écoutent quand même.
2. Bello Bouba Maïgari, la machine ancrée mais prisonnière du système. Ensuite, place à Bello Bouba, le vétéran, le stratège silencieux, l'homme qui a toujours été là sans jamais disparaître. Ancien Premier ministre de Paul Biya, ministre d'État pendant des décennies, puis tout récemment démissionnaire pour tenter sa propre aventure. Lui, au moins, il a une machine politique solide, ancrée sur le terrain. Ses militants ne sont pas seulement sur Facebook, ils sont dans les villages, ils plantent les pancartes, ils battent le tam-tam. Mais et c'est là que le bâtiment blesse, comment convaincre le peuple qu'on veut incarner le changement quand on a passé 40 ans dans le ventre même du système qu'on critique aujourd'hui. C'est comme si un serpent voulait expliquer à la grenouille qu'il devient végétarien. Même s'il sourit, la grenouille garde un œil ouvert. La vérité, c'est que Bello Bouba a un poids réel, mais il traîne aussi un fardeau, cette proximité avec le régime, qui rend sa candidature crédible techniquement mais suspecte moralement. Et dans une opposition où la crédibilité est la première monnaie d'échange, il lui faudra un vrai miracle de communication pour convaincre. 3. Jean-Michel Nincheux, l'opposant pur jus qui ne mâche pas ses mots. Et puis il y a Jean-Michel Nincheux, celui-là c'est le combattant de terrain, l'agitateur assumé, l'homme qui transforme chaque tribune en champ de bataille contre le régime. Président de l'APC, il incarne une opposition dite « pure », c'est-à-dire sans compromis avec le pouvoir. Il n'a jamais bu le vin de Metz à Etoudi, il n'a jamais goûté au pain beurré des ministères, et il le rappelle chaque fois qu'il prend la parole. Mais son problème, c'est que dans la grande foire de l'opposition camerounaise, les radicaux crient beaucoup mais peinent souvent à élargir leur base. On l'applaudit dans les marchés, on le partage sur WhatsApp, mais quand il faut transformer cette popularité en suffrage massif, la réalité rattrape toujours les rêves. 4. Le défi de l'unité, 3 coqs dans la même basse-cour. Imaginez maintenant, Maître Chiroma, Bello Bouba et Nincheux dans la même salle pour désigner un candidat unique. C'est comme demander à 3 coqs de pondre un seul œuf. Satiriquement, on sait déjà que ça va être bruyant, que les plumes vont voler, et que chacun va accuser l'autre de tricher. Mais la réalité, c'est que sans compromis, l'opposition risque encore une fois de se présenter en ordre dispersé, offrant un boulevard aux partis au pouvoir. Les Camerounais le savent bien, à chaque élection, on nous chante la chanson du « candidat unique ». On en parle dans les salons, sur les plateaux télé, dans les groupes WhatsApp. Mais au moment décisif, chacun préfère garder sa chaise, même bancale, plutôt que de s'asseoir ensemble sur un seul banc solide. Résultat, le RDPC, même affaibli, peut passer entre les gouttes, comme toujours. 5. Le peuple en arbitre. Et pendant que ces messieurs s'agitent dans leurs calculs, le peuple observe. Il observe comme un spectateur qui regarde un match de catch en sachant que c'est souvent arrangé. Mais attention, mes frères, la fatigue est réelle, le besoin de changement est palpable, et celui qui saura parler vrai, montrer une rupture sincère, et rassembler sans arrogance, celui-là peut surprendre. Alors, la question reste entière, Bello Bouba acceptera-t-il vraiment de couper le cordon avec le système qui l'a servi? Chiroma pourra-t-il convaincre qu'il a changé de camp pour de bon? Et Nincheux saura-t-il dépasser l'image du tribun pour devenir un bâtisseur de compromis? Conclusion, fermeture, appel au débat et à l'action. Maurice Kamto reste au cœur des enjeux pour une raison simple, il a investi la longue patience des déçus et des exigeants. Son exclusion est un fait, mais pas une disparition politique, elle redessine le champ, crée des urgences et force l'opposition à se rassembler ou à se déchirer. Entre règlements, conseils constitutionnels, avis internationaux et calculs d'appareils, le Cameroun d'octobre 2025 promet d'être un théâtre où les décisions comptent double, pour les urnes comme pour la paix sociale. Vous avez entendu notre analyse maintenant, votre tour, qui doit porter l'espoir du changement selon vous? Écrivez-le en commentaire, dites-nous pourquoi, et surtout partagez cette vidéo si vous voulez que la conversation s'étende. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Kame News pour des reportages qui fouillent, décryptent et, oui, rient parfois pour mieux faire réfléchir. Merci d'avoir tenu jusque-là et rappelez-vous, la politique, c'est sérieux, mais il faut savoir sourire quand les éléphants s'embrouillent. Même.